Bonjour et bienvenue dans cette mini-série de podcasts produite par MHQ où, à la demande générale, nous allons adresser aujourd'hui, et en français dans le texte, l'entrée en marché ou sur marché aux Émirats arabes. Nous allons faire ça de deux manières. La première, c'est en regardant les sociétés non régulées, les family office, les ultra high net worth, comment est-ce qu'elles peuvent tirer avantage des outils patrimoniaux de planification successorale disponibles aux Émirats. Et puis, dans un premier temps, on va se concentrer sur l'entrée sur le marché pour tout ce qui est tiers, gérants, sociétés régulées sous la FINMA et quelle différence et comment capitaliser sur le marché des Émirats arabes, le marché aujourd'hui le plus dynamique au monde du point de vue de la création de valeur et de richesse. Je ne vais pas évidemment faire tout ça tout seul, donc je suis accompagné de l'excellent Sergio Uldry. Sergio, on se connaît depuis plus de 25 ans. Tu es le fondateur donc de ta propre société, Uldry Risk et Compliance, et tu accompagnes avec l'angle suisse des GFI, donc géolocalisés en Helvétie, tant sur le territoire helvétique que sur l'export. C'est juste? C'est ça. Parfait. Nous sommes donc extrêmement compatibles et notre objectif aujourd'hui va être de vulgariser un petit peu tout ce qui peut être fait entre les Émirats et la Suisse, étant précisé que j'y suis moi-même actif depuis plus de 20 ans. J'y ai une société similaire à la tienne et nous faisons également de l'entrée en matière pour les régulés et non régulés. Ceci posé, très bien. Première question. J'entends beaucoup d'engouement sur Genève Place Financière, à Zurich et en Europe en général pour les Émirats, les pays du Golfe, etc. Beaucoup plus que ce ne fut le cas il y a une dizaine d'années. Donc ma première question pour toi, Sergio, c'est de la Suisse aux Émirats pour les gérants externes, pour les gérants de fortune indépendants, c'est maintenant? C'est la question qu'on va résoudre aujourd'hui ensemble, mais en fait, on va rien résoudre du tout puisque les statistiques en fait parlent pour cette juridiction et l'écart de conditions cadres entre Dubaï, Abu Dhabi, Genève, la Suisse n'a jamais été aussi grand. C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler aujourd'hui, déjà pour vous montrer quelques statistiques, pour faire en comparatif entre les deux juridictions du point de vue des gérants de fortune, des family office, des gérants collectifs, qui pourraient être intéressés par ces deux juridictions, Dubaï, Abu Dhabi, puisqu'il y a deux juridictions en fait qui ont aussi des aspects différents et intéressants dont tu vas nous parler. Et la réponse, oui, c'est maintenant. C'est maintenant parce qu'il y a un vrai trend. C'est maintenant parce que l'écart de conditions cadres n'a jamais été aussi grand. Et c'est maintenant pour, parmi les 1500 gérants de fortune en Suisse, ceux qui, alors évidemment, ceux qui sont sur l'Europe ou l'Amérique latine vont pas avoir nécessairement un intérêt pour Dubaï. En revanche, ceux qui sont actifs sur l'Afrique, qui sont actifs sur l'Asie, qui sont actifs sur le Middle East, sur le Moyen-Orient, ceux qui ont des sportifs comme clients, qui font attention à leur fiscalité, ceux qui ont des fortunes de la crypto, et puis surtout, et c'est le mouvement qu'on voit le plus, un peu à rebours des images d'Épinal sur, voilà, on a toute l'Europe de l'Est ou la diaspora russe qui est venue à Dubaï, c'est pas faux, ou qui plutôt ont quitté la Suisse, où il y a des gens de la crypto, mais il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui viennent mettre leur family office, et on sent à notre niveau, nous qui conseillons une centaine en fait de gérants de fortune, donc on a quand même une image assez représentative, on sent un engouement. Donc oui, c'est maintenant. Pour qu'on arrive aujourd'hui à cet écart entre ces deux juridictions et comment capitaliser sur cet écart pour des gens qui sont géolocalisés en Suisse? Ce qui a changé, alors il y a plusieurs choses, mais d'abord en facteur propre à Dubaï et à Abu Dhabi, c'est que c'est maintenant devenu, après 2 décennies, des juridictions complètes. Et tu vas passer en revue lors de l'event les différents types de licences qui sont disponibles pour les gérants de fortune, les asset managers, les family office. Le panel de licences est aussi large, voire plus large que ce qu'on a en Suisse. On a aussi, et on en parlera aussi j'imagine en conclusion, des nouveaux instruments de planification successorale, des nouveaux instruments au niveau des fonds de placement qui sont intéressants, mais d'abord et surtout, la différence, c'est la vision stratégique.
C'est-à-dire que quand on s'est connus il y a plus de 25 ans et qu'on parlait justement de ton départ à Dubaï et puis moi de ce qu'on faisait ici, ce qui est le plus marquant, c'est que la vision stratégique de la place financière Dubaï a été concrétisée par des actes et par des faits. Et vous capitalisez aujourd'hui là-dessus avec un afflux de fortune comme la juridiction n'en a jamais connu. Alors que nous, au contraire, et j'aurai l'occasion peut-être de le développer un petit peu, bien, c'est quoi notre vision pour la place stratégique suisse? Poser la question, c'est un peu y répondre. Alors c'est intéressant, il y a une vraie volonté politique de ces juridictions financières émergentes qui sont aujourd'hui, tu l'as souligné, les Émirats et Dubaï et Abu Dhabi sont aujourd'hui des centres financiers globaux. Et ça n'arrive pas par hasard. Il faut une vision politique, il faut qu'elle soit backée par quelque chose d'économique, beaucoup d'investissements dans l'infrastructure tant financière, donc il faut des bureaux, il faut un régulateur, il faut des tribunaux qui soient crédibles avec le temps, mais il faut aussi une infrastructure de lifestyle autour. Aujourd'hui, quand un tiers gérant demande un permis de résidence aux Émirats, on lui donne directement un visa de résident de 10 ans sans qu'il ait à investir, juste parce que le pays reconnaît en lui un potentiel et a envie de l'attirer, mais aussi de le retenir. Et ça, c'est vraiment unique, je pense, au niveau mondial. Et un des autres aspects, c'est que en fait, les Émirats sont devenus le plus gros allocateur d'avoirs au monde. Alors, on pense évidemment au fonds souverain à Abu Dhabi, mais la réalité, c'est que c'est aussi les clients qui ont bougé. On attend plus de 10 000 millionnaires qui vont bouger aux Émirats cette année en 2025 pour que ce soit la 4e année de suite où on a le plus gros afflux inbound de personnes fortunées. C'est pas anodin. C'est pas anodin et ça fait écho à l'immobilisme qu'on a en Suisse, et je le dis pas volontiers puisque moi je suis, on va dire, en des acteurs aussi de la place financière, oui. Mais la vision stratégique pour la place financière tant de Dubaï que d'Abu Dhabi se concrétise en fait et en acte, alors que si on veut en faire l'écho en Suisse, et je parle ici donc aux gérants de fortune qui sont dynamiques, ont une clientèle d'entrepreneurs ou une clientèle qui aurait un nexus à Dubaï. Il faut pas oublier que Dubaï est quand même au milieu de 3 continents, l'Asie, l'Afrique, l'Europe. Et au-delà finalement de ce dynamisme de la région, nous au final, et notamment au niveau des gérants de fortune, il y a eu une grogne cet été sur la place qui a été relayée par la presse, une grogne contre ce qu'on perçoit comme étant un excès de réglementation, qui est pas forcément vrai, puisqu'on verra, et tu le décriras aussi, que à Dubaï, la licence équivalente de gérant de fortune, eh bien c'est grosso modo les mêmes standards, les mêmes demandes, les mêmes requêtes, mais on a envie que l'argent vienne, on a envie que les actifs viennent, on a envie que l'investissement se fasse et on ne met pas de barrière. Alors qu'en Suisse, on a, malgré la fin du secret bancaire, toujours en droit de timbre, en impôt sur les transactions, on n'a pas d'accès au marché. Imagine-toi que en 25 ans de discussion avec l'Union européenne sur les services financiers, eh bien finalement, c'est même pas à l'agenda des accords sur lesquels on va voter. Les services financiers en sont complètement absents. Donc, on n'a pas d'accès au marché. Et puis, last but not least, et encore une fois, pour faire écho aux différences entre les deux juridictions, on a, et notamment à Genève, une fiscalité des entrepreneurs qui est lourde. Or, en GFI, au même titre qu'entreprises qui les servent, comme moi, dans le domaine de la compliance et de la gestion des risques, c'est d'abord des entreprises. On est des entrepreneurs, on paye des impôts et on est content de le faire, on est content aussi de payer des salaires. Mais quand on voit effectivement la charge fiscale comparative ou comparativement, on se dit il y a quand même beaucoup de facteurs, beaucoup de marqueurs statistiques, chiffrés, factuels, qui font qu'aujourd'hui, cette tendance de considérer Dubaï comme une juridiction, eh bien c'est une tendance forte. Et je terminerai par le point qui a toujours été un peu le point faible de Dubaï, c'est-à-dire le custody, le dépôt des avoirs. On veut bien aller à Dubaï s'y établir, on veut bien aller à Dubaï y faire des fondations, mais le custody a toujours été un peu plus compliqué. Or, qu'est-ce qu'on constate cette année? Des banques privées genevoises qui substituent leur rep office à des custody arrangements, des volontés aussi des acteurs du négoce. Il y a eu encore un grand transfert de richesses et de fortune pour des raisons liées effectivement à des situations qu'on peut avoir en Ukraine, en Russie, mais pas seulement. C'est pas seulement dû à ça, c'est pas seulement dû aussi à la fin de certains régimes fiscaux comme on a en Angleterre ou au Royaume-Uni. C'est véritablement en fait une tendance, une volonté politique
de faciliter en fait le travail des acteurs de la finance et de nos clients. Et ça, je crois que c'est vraiment un marqueur fort et qui fait un peu écho et résonance à notre podcast aujourd'hui. Et c'est une des dissimilarités actuelles. C'est pas forcément quelque chose de terminé. Hein. La Suisse peut ajuster le tir et devenir beaucoup plus dynamique. Mais je pense que une des dissimilarités, c'est ça. C'est ce dynamisme économique qui attire les gens, qui les pousse à produire plus, à créer de la valeur sur place, pas forcément à juste retrancher sur un modèle passé, mais plutôt à penser à quel sera le modèle futur. Les deux juridictions, de mon point de vue, sont pas compétitrices. On m'a posé la question plus tôt ce jour. Elles sont très compatibles. Aujourd'hui, rares sont les institutions financières qui opèrent dans une seule juridiction. Rares sont les family office qui sont monojuridictions. Nous encourageons toutes ces entités à avoir différents points de chute, non seulement pour pouvoir capturer de la clientèle, mais aussi la servir mieux. Et on le voit parfois pour des questions pas forcément de sanctions, mais des difficultés du point de vue immigration. Il est intéressant d'être dans des juridictions qui sont plus faciles d'accès. Les Émirats aujourd'hui sont un pays extrêmement stable. Tu as souligné l'attrait de la Suisse qui demeure la stabilité et je pense va le demeurer de l'avant, particulièrement du point de vue du custody. Les Émirats ont fait un gros effort aujourd'hui pour devenir un vrai centre financier global, crédible, hautement régulé. Avec des exceptions, certes, mais hautement régulé de manière générale. Donc la stabilité, c'est quelque chose qui je pense, aligne les deux juridictions, mais la grande différence, c'est vraiment ce dynamisme économique et cette volonté de créer et d'introduire des nouveautés dans le monde de la finance, quelque chose que l'Union européenne et on va dire les old school financial centers font très peu. Exemple typique, le droit sur les trusts en Suisse, on a tenté de le voter en 7 ans et c'est pas passé. Les fondations ont été introduites aux Émirats en 6 mois. Et aujourd'hui, ils sont créés à peu près 700 par an, pas forcément pour aller chercher des gens à l'étranger, mais pour le marché local et suprarégional. Et ça, c'est quelque chose que la Suisse pourrait capturer facilement avec des échanges fiscaux, etc. Et ça se fait pour des motifs de succession. Pour autant qu'il y ait une vision stratégique pour la place. Et aujourd'hui, force est de constater, c'est un constat qu'on ne fait pas de gaieté de cœur, que au niveau politique, au niveau des relais, on va dire, stratégiques de la Suisse pour la finance, c'est que voilà, tout ça est resté finalement dans cette imagerie de la Suisse, mais qui est très forte pour la clientèle, de stabilité. Et moi, j'ai toujours pensé aussi que Dubaï avait quand même, par rapport à la stabilité, peut-être moins d'atouts. Mais on voit que ces chiffres qui sont parlants, eh bien, n'ont pas été impactés par la situation au Moyen-Orient. Et ça, c'est aussi intéressant, c'est aussi nouveau. La résilience de la place financière de Dubaï et d'Abu Dhabi par rapport à cette caractéristique qui faisait la Suisse. Donc ça, c'est aussi quelque chose, d'ailleurs, dont la presse s'est fait écho. Et tous ces éléments qui sont factuels, hein, c'est pas la promotion de la place qu'on ferait ici, c'est des éléments factuels, statistiques, qui font écho en immobilisme en Suisse. Donc, le GFI ou le gérant de fortune qui a du dynamisme, a des clients entrepreneurs, ou dans le monde de la crypto, ou des sportifs, ou qui ont des liens de pays avec Dubaï ou Abu Dhabi, eh bien, s'ils veulent maintenant considérer cette juridiction, ils vont se dire, mais est-ce qu'il y a une régulation? Oui. Est-ce qu'elle est plus légère? Elle est assez équivalente et tu vas nous la décrire. Et l'idée, ce serait maintenant de regarder comment est-ce qu'on fait pour s'y installer ou pour y ouvrir une succursale ou une filiale depuis la Suisse, puisque c'est aussi le thème de Genève ou de la Suisse à Dubaï. Quelles sont, selon toi, les conditions déjà techniques ou peut-être commerciales pour s'implanter aux Émirats? Alors d'abord quelques chiffres. On parle du dynamisme des Émirats, du DIFC, de Abu Dhabi Global Market. Je pense que c'est important d'habiller ça de quelques métriques qui permettent de se rendre compte en fait de l'impact de ce qu'a fait ce pays-là les 3 dernières années. Le centre financier de Dubaï aujourd'hui, c'est quasiment 50 000 employés sur place, tout ceci en 20 ans, pour un centre financier qui est devenu global et quasiment top 10 dans le monde. Abu Dhabi, qui était un centre financier régional il y a encore de ça 5-6 ans, aujourd'hui est le plus gros allocateur d'assets au monde et un centre financier global lui également, et avec à peu près 25 000 employés sur le terrain à Abu Dhabi. Les deux centres
ont annoncé des nouveaux espaces de développement. Le centre financier de Dubaï va tripler de taille au cours des prochaines 5-6 années. Abu Dhabi va décupler de taille pour une taille équivalente à Hong Kong sur les 20 prochaines années. Donc, il y a une vraie vision à long terme. C'est pas comme rajouter une ligne d'avion à Cointrin, c'est littéralement on construit un nouvel aéroport. C'est pas anodin, c'est ce qui est arrivé. Donc ça, c'est déjà le contexte. Et puis, après, si on regarde le nombre de licences qui sont émises par le régulateur, c'est absolument fou. Sur les 3 dernières années, 700 licences régulées ont été émises par le centre financier de Dubaï et le centre financier d'Abu Dhabi. Et c'est pas quelque chose qu'on voit s'arrêter. On voit le monde attiré par Abu Dhabi Finance Week. C'est devenu l'épicentre aujourd'hui de la finance. Il a surpassé Davos et de loin. Donc le monde a clairement shifté un peu plus vers l'Asie et le Moyen-Orient plutôt que en restant dans la vieille Europe ou aux États-Unis. Maintenant, comment est-ce qu'on pénètre ce marché pour un tiers gérant suisse? Aujourd'hui, quelqu'un qui opère en Suisse va se retrouver en terrain très familier. Il faut déposer une application qui est dûment documentée, il faut avoir des budgets. Ces budgets ont un impact sur le capital nécessaire pour opérer, mais aussi pour démarrer. Ce capital va dépendre du type de licence. Ça va d'une licence bancaire, de broker-dealer, d'asset ou de fund manager ou de financial advisory, donc quelqu'un qui ferait juste du conseil financier. Et selon le type de licence qu'on choisit, qui dépend de l'activité déployée et monétisée, on aura un certain nombre d'obligations, de compliance, de risques, etc., mais surtout de capital adéquat. Maintenant, l'intérêt aux Émirats, et tu faisais référence sur la partie coût, c'est que c'est une juridiction qui non seulement accepte, mais encourage l'outsourcing. Plutôt que de dire je force quelqu'un à employer un compliance officer, un money laundering reporting officer, un finance officer, et tous ces gens doivent être sur votre payroll, même s'ils ne sont pas à temps plein, ce qui est crétin, c'est ce que fait l'Angleterre. Les Émirats sont partis de l'autre côté en disant moi, je vous force à prendre quelqu'un d'outsource. On fait ça pour plus de 120 institutions financières, comme tu le fais en Suisse pour des gens qui sont régulés FINMA. De cette manière-là, le régulateur peut passer la responsabilité sur des opérateurs sérieux et s'assurer que ces gens-là sont bien régulés. En gros, un GFI qui bouge aujourd'hui aux Émirats, il aura la même infrastructure qu'en Suisse, plus ou moins. Il pourra outsourcer un maximum, tant aux Émirats qu'à la maison mère, par exemple, le CIO, on n'a pas besoin d'en avoir 2, on peut se satisfaire d'en avoir un en Suisse avec un contrat de service, du transfer pricing, etc. Et pour le reste, le JFI peut se concentrer sur ce qu'il fait de mieux, à savoir développer du business et rendre service à ses clients à monétiser. Du point de vue ongoing reporting, c'est j'imagine très similaire à la FINMA. 2 fois par an, on doit faire un filing avec le régulateur. Quasiment chaque année, il y aura une visite du régulateur. Mais j'insiste là-dessus, je trouve le régulateur extrêmement ouvert aux Émirats. Oui, on lui rapporte, on se doit d'être ultra compliant, mais c'est un vrai dialogue. On peut discuter de choses, on peut expliquer les choses. Il n'arrive pas avec une baguette pour vous taper sur les mains systématiquement. Alors là, on ne fera pas nécessairement écho à la position de notre régulateur qui a été très critiqué cet été, pas forcément pour des bonnes raisons. Lorsqu'on a préparé ce podcast ensemble, on a pu voir que les conditions que tu viens de nous décrire, on va dire d'implémentation de licence en fait à Dubaï, sont assez équivalentes à celles de la Suisse, avec une grande flexibilité au niveau des acteurs de l'outsourcing, contrairement à d'autres juridictions. Au niveau des coûts d'assistance, des coûts de licence, c'est assez similaire. C'est même un petit peu plus cher à Dubaï qu'en Suisse. Donc, juste pour rassurer aussi les gérants de fortune qui se plaignent de leurs conditions. En Suisse, on est maintenant à peu près à des coûts de licence de l'ordre de 6 000 et quelques pour la FINMA, plus encore des coûts qu'on paye aux organismes de surveillance. À Dubaï, on arrive à peu près au même montant. Donc, il n'y a pas de grande différence en termes d'implémentation, en termes de licence. On a des capital requirements, donc des exigences de fonds propres un peu plus élevées, plus c'est régulé, plus
ce capital est élevé. Par exemple, en Suisse, on est à 100 000 de capital, avec quelques ratios de fonds propres à respecter. À Dubaï, sauf erreur, on est à 250 000 pour des activités d'asset management. Absolument. Alors, ça va varier entre 230, 250 entre Abu Dhabi et ADGM et un tout petit peu plus si on a un spectrum plus large. Mais on peut garder en tête que si on veut aujourd'hui monter un tiers gérant qui fait du discrétionnaire à, par hypothèse, Abu Dhabi, le capital minimal, ce sera 230 000 dollars US. Donc, avec le change, on est plutôt bien avec le franc suisse. Et plus un buffer qui est basé sur, en fait, le burning rate sur 2 ans. Quel est votre budget? Démontrez-moi que vous pouvez payer vos salaires pendant 6-8 mois. Et en fait, ça fera cet extra qu'on peut dépenser, hein, mais il faut juste le mettre sur la table avant de démarrer, oui. Donc, en termes de coûts de fonctionnement, on est dans deux juridictions qui sont assez proches, hein, en termes d'approche, en termes de délai aussi pour obtenir la licence, en termes de fonds propres, de capital requirements. Et puis, ce qui est aussi peut-être intéressant à mettre en perspective, c'est que souvent on considérait Dubaï, d'un point de vue des gérants de fortune et des banques, comme finalement un hub dans lequel on va faire un petit peu de prospection pour la maison mère ou pour la société en Suisse. Donc on a eu beaucoup de rep office. Est-ce que tu peux nous donner déjà en trend, est-ce qu'on en a plus de ces rep office, est-ce qu'on en a moins, et puis ton avis aussi sur la question? Alors, c'est vrai que c'est intéressant. Moi, je suis arrivé aux Émirats en 2005, 2006, et puis les 2 premiers mandats que j'ai eus de Suisse, c'était des rep office d'établissements bancaires genevois. L'un a fermé depuis et l'autre est toujours sur place et il tourne encore, mais il est passé par plusieurs itérations. Ils ont démarré avec un rep office qui sont toujours. Ensuite, ils ont ouvert à Abu Dhabi Global Market et maintenant, ils ont shifté l'essentiel de leurs ressources sur leur DIFC pour des questions stratégiques. Mais c'est une institution genevoise qui a 20 ans d'histoire dans la juridiction et beaucoup plus à la couvrir. Tu posais la question du rep office. Nous faisons environ une 40aine d'autorisations par an, ce qui est, je crois, le plus sur le marché. J'ai pas souvenir à avoir fait un rep office. Pour moi, c'est un animal d'un autre temps. Certaines banques institutionnelles, commerciales, typiquement chinoises, vont peut-être faire un rep office pour y mettre 2 personnes, juste pour faire un peu de liant avec un fonds souverain et autres. Mais pour des opérateurs indépendants, qu'ils soient rattachés à un groupe financier ou plus start-up, de mon point de vue, il fait aucun sens d'avoir un rep office. Pourquoi? D'abord, ça envoie le mauvais message. Quand on immatricule un rep office, en fait, on vient siphonner des fonds sans vraiment ajouter de la valeur dans le pays, de mon point de vue. C'est pourquoi on dit aux gens, immatriculer une entité stable avec une licence catégorie 4, donc d'advisory, ceci envoie un message beaucoup plus fort, ça vous permet de recruter plus facilement du staff, ça vous permet de conserver ce staff et ça vous permet aussi de monétiser. On a parlé des coûts relativement similaires entre la Suisse et les Émirats. Ce qui n'est pas équivalent, c'est la fiscalité. Aujourd'hui, dans un business financier régulé ou proprietary investment non régulé, il n'y a pas de fiscalité là-dessus, parce que c'est quelque chose que les Émirats veulent encourager, veulent attirer ce genre d'opérateurs, et donc du coup, on n'a pas d'imposition sur ce type de service-là. C'est une grande différence à la fin de l'année. Et donc ça, on capitalise au maximum si on a un établissement stable non rep office, beaucoup moins si on a un rep office. Et puis après vient la dernière question qui est, c'est très bien d'avoir un plan à 3 ans, immatriculation d'un établissement stable et le développer, passer son budget et commencer à thésauriser, mais what's next? Et souvent ce qui arrive, c'est que les gens veulent ensuite upgrader leur licence pour peut-être devenir fund manager, peut-être aller vers d'autres opportunités. Et si on a un rep office, on ne peut pas faire ça. On doit faire quelque chose de complètement nouveau. Donc, on doit repayer, repasser par la procédure. Alors que si on est déjà un opérateur régulé, catégorie 4, il est assez facile de demander un upgrade de licence d'activité et de continuer la relation avec ses contreparties. Donc, pour toutes ces raisons-là, rep office, oubliez, catégorie 4, beaucoup mieux. Et on peut faire une comparaison des coûts, c'est quasiment équivalent. Et l'évolution de la catégorie 4 advisory se fait vers la 3C sauf erreur, qui est l'équivalent du gérant de fortune discrétionnaire. Hein. Donc vraiment des conditions très similaires. Et puis, petit parallèle avec la Suisse, si vous êtes GFI,
Vous dites, OK, cette juridiction m'intéresse, on a un business case. Maintenant, de votre côté en Suisse, que faire? Comment préparer en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire? Commençons déjà par ce qu'il ne faut pas faire, c'est en rep office. Puisque alors, la FINMA voit dans les rep office les mêmes risques que tu as mis en évidence, c'est-à-dire d'abord un risque fiscal. Ensuite, il y a un risque lié au contrat de travail, puisque le contrat de travail de l'employé qui est en rep office, il est marge en fait du droit suisse aussi. Donc on a une créature que la FINMA voit d'un œil plus risqué qu'autre chose. Elle a octroyé des rep office ou des possibilités de rep office, mais vraiment au compte-gouttes. Et il faut vraiment justifier de bien maîtriser tous ces risques et de circonstances très exceptionnelles. Donc faites une filiale, faites une succursale. C'est, on va dire, changez votre organigramme, adaptez vos statuts, adaptez votre règlement d'organisation. Donc, à ce stade-là, si vous avez le business case, c'est une formalité d'un point de vue suisse. Là-dessus, la Suisse, en fait, est plus accueillante quand vous sortez de la juridiction que quand vous y entrez pratiquement. Mais voilà un petit peu l'écho qu'on pourrait faire par rapport à ces implantations, à cette implantation à Dubaï. Et je dirais que pour terminer, ou en tout cas pour aller peut-être vers d'autres perspectives, on a vu que les conditions sont équivalentes, on a vu qu'il y avait ce dynamisme, on a vu que les clients, en tout cas dans les segments que j'ai décrits, négoce, crypto, les familles, l'Afrique, l'Asie aussi, la Suisse peut se consoler, Singapour aussi perd des clients. Et on le voit, dans notre pratique, on le voit. Qu'est-ce qui viendrait en fait compléter encore cette offre? Quelles sont les nouveautés ou les trends en fait que tu notes par rapport à Dubaï, Abu Dhabi pour des gérants de fortune, des family office? Alors un certain nombre de points. Je pense que tu soulignais en fait le comment se préparer, comment réussir aux Émirats. Il y a un certain nombre de points peut-être tick the box. D'abord, la réalité, c'est que pas considérer les Émirats comme moins régulés que la Suisse, c'est faux. C'est sans doute un tout petit peu plus régulé. Mais l'avantage, c'est qu'on peut s'appuyer sur de l'outsourcing. Donc, en fait, on voit un peu moins ça, mais il faut partir du principe que c'est plus ou moins équivalent. Je pense que ce qui a changé d'abord, c'est les clients. Le client régional, d'abord, le client global est devenu beaucoup plus sophistiqué. Je pense qu'un client aujourd'hui qui donne un mandat discrétionnaire, c'est très rare. La nouvelle génération de clients veut du lambda, veut de l'alpha, veut du private equity, veut générer du revenu par des différentes classes d'avoirs que les gens n'ont pas forcément. Et typiquement, le deal flow, aujourd'hui, il passe un peu plus par les nouvelles juridictions, Singapour et les Émirats, que par Genève ou Londres même. Donc ça, c'est la première chose. Et ça, c'est le client global. Et le client disponible aujourd'hui aux Émirats, il a changé aussi. Il y a 20 ans, il y a des gens qui vivaient ici, aux Émirats donc, mais allouaient pas leurs avoirs depuis les Émirats. Ça a radicalement changé. On voit beaucoup de gens aujourd'hui qui y vivent, ils auront leur établissement stable et qui veulent aujourd'hui que leur contrepartie financière soit présente ou des minimis représentée pour pouvoir avoir une vraie interaction. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui combinent résidence permanente et outils de structuration patrimoniale et d'investissement aux Émirats pour ensuite allouer leurs avoirs, custodisés ou non aux Émirats, en Suisse ou à Singapour, peu importe. Mais c'est vraiment ce qu'on voit. Les familles aujourd'hui s'organisent, aiment prendre contrôle tant de leur family office ou de leur structure d'investissement, voire même de leur structure fiduciaire, trust, fondation et ou autres. Et ça, c'est quelque chose que les Émirats ont réussi à combiner en une seule plateforme, à savoir un centre financier régulé extrêmement crédible, tous les outils de planification, d'investissement successoral, patrimonial et une résidence permanente à 10 ans renouvelable. Ça, c'est quasiment la situation optimale pour quelqu'un qui accepte de ne pas avoir des forêts tout près. Donc voilà, l'idée, c'était de faire ce tour, de ce comparatif un peu entre deux écosystèmes qui aujourd'hui sont radicalement différents en termes de dynamisme, en termes d'offres. Et moi, ce que je retiens, c'est que on a une volonté en fait d'attirer ces capitaux, de faciliter le travail des entrepreneurs de la finance
Et à l'heure où précisément nos entrepreneurs, ou en tout cas les entrepreneurs les plus traditionnels, quittent ou se redomicilient dans d'autres pays, à l'heure où on voit ces statistiques et à l'heure où finalement la clientèle est en train de changer du mandat de gestion traditionnel à des outils plus sophistiqués, ce qu'on est en train de faire en Suisse, nous, c'est précisément de courir après ces outils sophistiqués pour les réguler plus. Et il y a une tendance qui s'amorce justement sur les fonds privés, sur les fonds offshore, une tendance qui s'amorce vers la réglementation, alors que d'autres places, à l'instar de Dubaï et d'Abu Dhabi, eh bien, vont aussi réguler, réglementer. On peut pas y faire n'importe quoi. Mais on sent quand même cette tendance de vouloir, on va dire, attirer ces capitaux et travailler avec. Alors que chez nous, c'est plus difficile. Il y a une vraie logique derrière ça. Je suis pas en faveur de réguler les single family office. Pas du tout. Je pense que c'est faux. Je pense qu'il faut leur imposer, selon une certaine taille, des minima de diligence et de compliance, mais qui ne devraient pas être aussi équivalents, qui ne devraient pas être équivalents à ce que fait un tiers gérant qui gère son client. Ça, c'est la première réalité. Mais la vraie raison, c'est quoi? C'est quand on est dans un pays comme les Émirats, qui a énormément de gens fortunés, qui ont des vrais besoins, qui sont ici, le pays veut développer l'institutionnalisation de ces gens, et ça, c'est une opportunité pour les gens de Suisse qui ont une offre OCIO, qui ont une offre Single Family Office, d'être là-bas et de travailler main dans la main avec des familles basées localement, qu'elles soient locales, régionales ou supra-régionales. Et donc, c'est pas un modèle qui est aux Émirats pour attirer le monde d'abord. Non, c'est un modèle qui est aux Émirats pour d'abord satisfaire la clientèle qui existe déjà, mais qui a besoin de services. Et je terminerai là-dessus. Pourquoi aller aux Émirats? C'est parce qu'il y a un vrai marché commercial. Il y a des vrais clients, il y a des clients qui ont des besoins, il y a des clients qui ont des besoins sophistiqués. La Suisse a du savoir-faire. Il faut juste qu'elle ait un petit peu plus de poil au menton de temps en temps. Mot de la fin? Parfait. Merci beaucoup. Salut.